Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le test des students sur R ou RStudio pour deux groupes indépendants. Donc, le test des students, en fait, son but, c'est de nous permettre de comparer deux moyennes de deux populations indépendantes. Ou si vous voulez indépendantes. Donc quand on parle de deux populations ou si vous voulez deux groupes indépendants, donc ça veut dire que ces deux groupes sont en fait des groupes non appariés. Ils sont pas liés dans n'importe quel sens. Ce sont deux groupes à part. Et notre but, par exemple, c'est de comparer la moyenne des populations 1 à la moyenne de la population 2. Cependant, puisque on ne peut pas, c'est-à-dire calculer la moyenne de chacune de ces grandes populations, on est toujours obligé de faire recours à l'échantillonnage. Donc, qui dit échantillonnage dit test statistique, parce que c'est à travers les statistiques inférentielles, c'est-à-dire les statistiques basant sur l'échantillonnage, qu'on va pouvoir, si vous voulez, inférer ou si vous voulez déduire si les deux moyennes de deux populations sont égales ou pas. Sinon, on peut pas, c'est-à-dire embaucher beaucoup de gens pour aller compter toute une grande nation, par exemple comme une grande population de femmes et une grande nation de population des hommes. Donc ce sont deux groupes indépendants et on doit compter pour connaître la taille de chacune des populations afin de pouvoir calculer la moyenne de chacune des populations pour pouvoir comparer si ils sont égaux ou bien l'une des moyennes est supérieure à l'autre. Donc pour éviter ça, c'est pour ça qu'on fait tout simplement l'échantillonnage. Donc quand on dit tester des students pour deux groupes indépendants, ça veut dire qu'à partir de ces deux grandes populations indépendantes, on va faire quoi? On va tirer un échantillon de taille N1 de la population 1 et un échantillon de la taille N2 de la population 2. Et à partir de ces deux échantillonnages qu'on va faire, on va pouvoir, à travers le test des students, dire est-ce que la moyenne de la population A ou cette population 1 est égale ou bien différent de la moyenne de la population 2. Donc c'est ça le but de tester des students. Mais sachant qu'on peut aussi avoir d'autres tests des students, ce n'est pas toujours pour deux groupes indépendants. On peut avoir un test des students pour un seul groupe. Donc il s'agit juste d'une seule population et on cherche par exemple à déduire est-ce que la moyenne de cette population est égale ou bien différent et de quelle manière est-ce qu'elle est statistiquement très différente d'une valeur donnée. Par exemple, on peut chercher à étudier est-ce que la température moyenne des femmes est égale ou bien différente de 37 degrés Celsius. Et pour faire cela, on va tirer un échantillon des femmes et on va, à travers ça, on appelle ça en anglais one sample t-test. Ça veut dire ça se base sur juste une seule population. On essaie de tester la moyenne d'une population par rapport à une valeur donnée. Donc, on peut aussi avoir un test des students pour deux groupes, mais cette fois-ci, ce ne sera pas, par exemple, tester des students pour deux groupes indépendants, mais pour des groupes appariés. Ça, c'est le cas où, par exemple, on veut, comparer les deux moyennes de ces deux populations. Cependant, dans ces cas, au lieu, c'est-à-dire de faire le test sur deux groupes indépendants, on a décidé de comparer les deux groupes à partir d'une même échantillon. Donc, au lieu de prendre par exemple des hommes et des femmes à part, on va prendre juste un échantillon quelconque et on va peut-être les traiter d'une manière différente. Par exemple, avant et après. Supposons qu'on veut par exemple étudier l'efficacité d'un médicament donné.
On peut par exemple prendre un échantillon de taille 100 personnes et sur ces 100 personnes, on va les donner médicament A. Après, on va avoir une période de wash-out. Après, on les donne médicament 2. Donc, tous ces 2 médicaments ont été pris par les mêmes sujets. Dans ce cas, on parle d'un test de student pour groupe à parier. On peut aussi avoir un cas où on a plusieurs groupes à comparer. Ça veut dire on a plusieurs populations. Ou si vous voulez, ça veut dire au lieu d'avoir hommes et femmes, on a par exemple hommes, femmes et je sais pas quoi. On va prendre hémaphrodite par exemple. Donc ça c'est 3 groupes. Et si on cherche à comparer ces 3 groupes, on ne peut plus utiliser test de student. On sera obligé d'utiliser ce qu'on appelle les analyses de variance, qu'on appelle ANOVA. Donc, normalement, pour mes vidéos, ou bien pour mes séries de vidéos sur le test de student, je devais commencer par tester des students pour un seul groupe, suivi par 2 groupes à parier, 2 groupes indépendants et par la suite analyse de variance. Mais sachant que cette vidéo que je suis en train de vous faire a été suggérée par un fidèle abonné à Minicoon Tutorials qui m'a demandé de faire tester des students pour groupe indépendant. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette vidéo et je vous conseille de vous abonner à Minicoon Tutorials pour ne pas rater mes prochains tutos sur le reste des tests des students. Donc, qui dit moyenne dit quoi? Une variable quantitative. Donc, ça veut dire que tester des students concerne une variable quantitative ou numérique comme l'âge, comme nombre de sommets, ainsi de suite. Donc, c'est quantitatif. Et on va chercher à étudier la répartition de cette variable quantitative entre les modalités d'une variable qualitative ou catégorielle. Dans l'exemple que je viens de vous citer, c'est par exemple le sexe. Dans le sexe, hommes et femmes, on cherche est-ce que la taille moyenne, la taille c'est une variable quantitative. Est-ce que la taille moyenne chez les femmes, donc c'est une catégorie de la variable sexe qui s'appelle femme et la variable quantitative c'est la taille. Donc taille chez les femmes, est-ce que c'est la même chose que l'autre catégorie de la variable qualitative qui est le sexe, qui est maintenant les hommes. Donc, on cherche à comparer ces 2 moyennes. Donc, pour résumer, tester des students, c'est pour 2 groupes indépendants, c'est pour comparer les moyennes de 2 groupes indépendants. Et il faut quoi? Il faut plusieurs conditions. Donc, plusieurs conditions doivent être satisfait. On va voir ces conditions, voilà. Mais sachant que, comme je vous ai dit par le nom, tester des students pour 2 groupes indépendants, tout simplement, ce sont 2 groupes indépendants. Et qui dit groupe dit variable qualitative, dichotomique, donc sexe par exemple, et une variable quantitative qu'on cherche à étudier sa distribution chez les catégories ou les modalités de cette variable qualitative. Donc, la variable quantitative dans ces cas doit être numérique. Voilà, c'est-à-dire âge, taille, niveau de revenu, ainsi de suite. Donc, sans trop parler, on va commencer. Il y a des conditions pour le test, bien sûr, qu'on va voir. Sachant que le test des students, il s'agit d'un test paramétrique. Donc, avant de faire le test, il faut d'abord vérifier que les conditions de test quand on dit sont satisfaisantes avant de faire le test. Donc quand on parle d'un test paramétrique, c'est un test qui se base sur des hypothèses sur la population, généralement sur la normalité de la distribution, c'est-à-dire est-ce que la distribution de la population suit une loi normale ou bien une loi gaussienne. Deuxièmement, aussi parfois sur la variance. Donc si on va faire tester des students pour 2 groupes indépendants, est-ce que les 2 groupes ont des variances? On suppose que les 2 groupes ont des variances égales ou pas. Généralement, concernant la normalité de la distribution, lorsque la taille de l'échantillon est au moins supérieure à 30, on suppose que la distribution sera normale. Sinon, il y a des tests qu'on va voir qu'on peut faire pour vérifier tous ces éléments. Concernant la variance aussi, on peut faire ce qu'on appelle Levene's test. Je vais vous montrer tout ça. Donc,
si jamais la variance ne sont pas égales, on va faire tester les students pour groupe indépendant, deux groupes indépendants avec variance égale. S'ils ne sont pas égales, on fait pour variance non égale. Après avoir vérifié les conditions, la deuxième étape consiste à explorer vos données. Après, c'est-à-dire vous allez faire des box plots, et en se basant sur les box plots, vous pouvez tirer des hypothèses, vous allez formuler vos hypothèses, vous faites le test et vous faites votre interprétation. Un autre test qu'on peut faire à la place du test des students pour tester ou comparer les moyennes de deux populations, par exemple, c'est tout simplement à la place du test des students, on pouvait faire ce qu'on appelle un test Z. Mais le problème, c'est que le test Z nécessite quoi? Il nécessite que il est plus sensible en fait. Pourquoi? Parce que lui, pour faire le test Z, vous devez d'abord connaître les cas types de chacune des populations, chose qui n'est pas toujours évident. Deuxièmement, il faut aussi que la taille soit très importante. Par exemple, la normalité, il est trop sensible à la normalité de la distribution de votre population. Donc, pour cette raison, il faut minimum un échantillon de taille minimum de 30 pour pouvoir faire le test Z. Si inférieur, il s'est conseillé de faire recours au test des students. Donc, généralement, quand on veut comparer les moyennes, on utilise le plus souvent test des students. Mais sachant que on pouvait faire aussi test Z, surtout si on a un échantillon de taille très important et si on connaît aussi les variances ou si vous voulez les quartiers de notre population. Donc, sans trop parler, on va commencer. Les données qu'on va utiliser pour faire le test des students, ce sont des données qui existent déjà dans R, qu'on appelle sleep data. Donc, ces sleep data, en fait, il s'agit des individus de 20 personnes et il y a constitution de deux groupes. Il y a un groupe, on les avait donné médicament A pour le sommeil, un autre groupe, on les avait donné médicament 2 aussi pour le sommeil. Et après, on essayait de comparer, par exemple, comment on appelle, la gagne moyenne ou si vous voulez, c'est-à-dire si on consomme un médicament qui induit le sommeil, ça veut dire qu'on va dormir plus. Donc, ces extra heures de sommeil là, on va comparer la moyenne chez les personnes qui ont pris le médicament A par rapport aux gens qui ont pris le médicament 2. Est-ce que, du point de vue statistique, dans la vraie population des personnes qui prennent les médicaments de sommeil, ou si vous voulez, les médicaments soporifiques, c'est soporifique en anglais, soporific drugs A, est-ce que la moyenne, c'est la même chose que dans la vraie population des gens qui prennent le médicament B ou médicament 2. Donc, c'est ça le but de ce jeu de données-là. Je vais vous montrer. De toute façon, vous pouvez pratiquer en même temps avec moi en suivant cette vidéo. Les données s'appellent Sleep. Et le données, il s'agit d'un jeu de données préexistant. Donc, ça existe déjà dans le logiciel R. Et pour le charger, vous allez tout simplement dire data, entre parenthèses, entre guillemets, vous dites sleep. Vous fermez les guillemets, vous fermez les parenthèses et vous allez exécuter pour charger ces jeux de données très intéressants. Après, si vous voulez afficher ces jeux de données, vous dites print entre parenthèses sleep. Vous fermez les parenthèses et on va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez notre jeu de données ici. Il contient 3 variables. Une variable numérique qui est notre variable dépendant. Je vous ai dit que pour faire le test des students, il vous faut une variable quantitative, si vous voulez, numérique, et une variable qualitative à 2 modalités. Donc, vous voyez, groupe ici, le groupe de personnes qui ont pris le médicament A et le groupe de personnes qui ont pris le médicament de sommeil B, ou si vous voulez 1 et 2. Donc, il y a groupe 1 pour médicament 1, groupe 2 pour médicament 2.
Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces jeux de données, vous pouvez dire point d'interrogation sleep et vous allez en fait avoir plus de renseignements sur ces jeux de données. Donc, nous, on cherche en fait à comparer est-ce que les heures extra, ça veut dire les heures supplémentaires de sommeil observées, moyenne observée chez les 10 personnes qui ont pris le médicament A, c'est-à-dire le groupe A, est-ce que cette moyenne est égale aux heures extra, si vous voulez, supplémentaires de gagne de sommeil chez les personnes moyennes, chez les personnes qui ont pris le médicament 2. C'est ça le but du test. Donc, il faut une variable quantitative versus une variable qualitative dichotomique, c'est-à-dire à deux modalités. Groupe 1, médicament 1, ou bien groupe 2, médicament 2. Très bien. Maintenant, on va passer directement à vérifier si les conditions de test sont satisfaisantes. Donc, on a dit que pour faire le test des students pour deux groupes indépendants, qu'il faut d'abord quoi? Que chacune des deux échantillons, les deux groupes d'échantillons, 1 et 2, à comparer, suivent une loi normale. Donc, pour vérifier ça, il faut que les deux groupes suivent une loi normale. Pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire? On a le choix, on peut faire un test qui ça. On peut tout simplement faire une courbe qu'on appelle QQ-plot. Donc, sur cette courbe QQ-plot, il va en fait tracer une courbe entre ce qu'on appelle les quantiles théoriques, certains quantiles théoriques que le logiciel va stimuler, faire simuler, et les quantiles, les vrais quantiles de votre échantillon, et il va vous tracer une ligne diagonale, et en fonction de la répartition de vos nuages de points, ça veut dire de votre échantillon, s'ils sont tous placés sur la ligne, on peut dire que voilà, votre échantillon suit parfaitement une loi normale. S'ils sont aussi autour de la ligne, on va voir graphiquement, c'est pas la peine d'interpréter sans vous montrer la courbe. Deuxièmement, on peut aussi faire un test de normalité de la distribution qu'on appelle Shapiro test, Shapiro-Wilks test of normality en anglais. Après, la deuxième condition, c'est le test de variance. Et pour faire le test on va faire ce qu'on appelle le test d'homogénéité ou si vous voulez d'égalité de variance, qu'on appelle le test de Levins. Pour savoir quel genre de petits tests qu'on va faire, sachant qu'on a test de T de student avec variance égale et test T de student pour variance inégale. Donc, commençons d'abord par le test de normalité. On va faire d'abord le test de QQ-plot, d'accord? Donc, par QQ-plot. On va commencer par QQ-plot. Par QQ-plot. Donc, pour faire par QQ-plot, on aura besoin d'un package qui s'appelle, le package s'appelle quoi? Le package s'appelle PUBR. Donc, vous allez installer ces packages qui s'appellent, donc vous dites install .packages entre parenthèses, pardon, entre guillemets, vous écrivez le nom de ces packages que je vais vous citer, PUBR. Vous fermez les guillemets, fermez les parenthèses et vous allez installer ces packages. Moi, normalement, je l'ai déjà installé. Voilà, mais je vais installer une deuxième fois. Donc, vous allez l'installer comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne pouvait pas, il ne peut pas trouver le package, la fonction. Peut-être j'ai pas bien install.packages. Normalement, c'est comme ça s'écrit. Hein. Je ne sais pas pourquoi il dit que error in this one could not find function install.packages. Ça c'est bizarre. Hein? Bref, install. Ah, pardon, j'ai pas mis le S. Install avec S, c'est pour ça. Install, voilà. Et il va nous. Donc, vous allez choisir votre miroir d'écran. Donc, je suis actuellement
en France, à Paris. Je prends Mewa Paris, je fais OK et il va nous installer. Après l'installation, je vais tout simplement, donc l'installation est en train, elle est faite. Vous allez charger votre logiciel en disant library. Library entre parenthèses JJ PUPR. Et si j'exécute ça, il va nous charger ces packages. Donc le package a été bien chargé comme vous voyez ici. Et maintenant on va procéder par notre QQ-plot. QQ tout simplement veut dire quantile plot. Donc ça, vous allez voir le couple de toute façon. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dire GG, c'est comme ça. Vous dites GG comme ça. QQ plot entre parenthèses. Vous allez dire, mais avant tout, il vaut mieux attacher votre jet de données. Comme ça, chaque fois qu'on veut écrire le nom d'une variable, on va pas aller dire, par exemple, sleep dollar extra, sleep dollar, quoi que ce soit. On va tout simplement dire extra, si c'est extra qu'on veut. Donc, je vais attacher d'abord mes jets de données. Attache, entre parenthèses, sleep. Pardon. Donc, il faut mieux attacher d'abord vos jeux de données. Je viens d'attacher mes jeux de données. Donc, si je vais par exemple ggplot pour... Donc, sachant que la condition, c'est qu'il faut que les deux groupes. Donc, on va faire ggplot pour les gens qui ont pris le médicament A, c'est-à-dire groupe 1, et les gens qui ont pris le médicament 2, c'est-à-dire le groupe 2. Donc, sachant qu'il y a 20 individus, 10 ont pris médicament A, 10 ont pris médicament 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on cherche à comparer la durée extra moyenne de sommeil entre ces deux groupes. Donc, on va dire ggqplot, ggqplot. Après, on met entre parenthèses extra. Ça veut dire on veut étudier la distribution de la variable extra. Comme je vous ai montré ici, c'est le extra. Les heures extra, ou si vous voulez supplémenter de sommeil suite à la prise de médicaments. Extra, donc séparer ou si vous voulez en fonction de quoi. Soit on dit, non, c'est pas ça. On dit extra, mais c'est pas pour toute la variable extra, comme ça, c'est pas toutes les 20 personnes. On veut juste sélectionner pour les gens qui ont pris médicament A. Donc, pour ce faire, on va mettre le crochet. Après, on précise le groupe. Donc, on dit groupe est égal, 2 égale comme ça, à combien? À 1. On choisit que la modalité 1. On ferme la parenthèse. Et si j'exécute ça, on va voir. Vous voyez qu'il nous a fait, c'est que le couple dont je vous parlais tout à l'heure, le QQ-plot. Donc, il va nous tracer, ça ce sont les quantiles de notre échantillon qui sont là ici, sample. Et ce sont des quantiles théoriques en bas ici. Et il nous trace cette ligne là. Et maintenant, on va regarder le noyau des points. En regardant, on trouve que le noyau des points, normalement, lorsque la distribution de votre échantillon, dans notre cas, on est en train de parler juste de le groupe, juste du groupe 1, c'est-à-dire le groupe 1, les gens qui ont pris le médicament 1 seulement. Donc, il fallait que si la distribution était en fait 100% normale, on devait avoir la plupart de ces points-là sur cette ligne droite-là. Ils seront directement sur les lignes. Mais par contre, même quand ils ne sont pas sur les lignes et ils sont très proches, vous voyez qu'il n'y a pas de points hors je ne sais pas quoi on va faire. Vous voyez, s'il y avait des points qui sortaient, il y a très peu de, même tous les points en tout cas restent dans le nuage là. Donc c'est, voilà. Et on constate aussi qu'ils sont ça veut dire qu'ils sont très proches de la ligne. Vous voyez, et ils sont distribués de manière aléatoire tout au long de la ligne. Donc, ce qui suggère que la distribution est plus ou moins normale chez le groupe
La distribution des heures supplémentaires, si vous voulez, extra de sommeil chez les gens qui ont pris le médicament A est plus ou moins normale. On va faire pareil pour le groupe 2. Pour faire le groupe 2, on va juste répéter la même chose. Et je vais faire juste une petite correction. Au lieu de mettre groupe 2, groupe 1, je vais juste corriger en mettant groupe 2 directement. Donc, je vais coller ici. Et ici, je vais juste mettre groupe 2 ici. Donc, je vais mettre 2 ici. Et il va nous tracer aussi la coupe pour le groupe 2. C'est-à-dire la distribution des heures extra de sommeil chez les gens qui ont pris le médicament 2. Les 10 personnes, l'autre groupe, 10 personnes qui ont pris le médicament 2. Et vous voyez ici comment ça se fait. C'est aussi presque la même chose, la même interprétation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mais sachant que graphiquement, c'est toujours difficile de dire. Bien que, oui, graphiquement, on voit que tous les points étaient dans le noir, étaient très proches. Et voilà, ils sont distribués de manière aléatoire autour de la ligne droite, la ligne qu'on a vue là. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un test supplémentaire qu'on appelle Shapiro test. Donc, je vais dire, la deuxième façon, c'est de faire par Shapiro test. Shapiro-Wilks test. Donc, on va dire par test de Shapiro. De Shapiro-Wilk. Donc, Shapiro, tout simplement. Shapiro. Voilà. Et ces tests, pour faire ces tests, il vous faut un package qui s'appelle... package s'appelle quoi même? Le package s'appelle CAR. C-A-R. Donc, vous allez dire install .packages comme d'habitude. Vous mettez entre parenthèses, entre guillemets, C-A-R. Parce que c'est... On va utiliser le code Shapiro.test. Et le code Shapiro.test se trouve dans un package qui s'appelle CAR. Donc, si j'installe ce package CAR vite fait, voilà, l'installation est faite. Après, on va l'attacher dans la librairie. Donc, on dit librairie entre parenthèses CAR pour le charger dans notre librairie de R. Et là, le package, vous voyez qu'il a bien dit ici comme quoi le package a été bien chargé dans mon R. Et après ça, on va faire le Shapiro test. Donc, pour faire le Shapiro test, c'est très simple. Vous dites tout simplement Shapiro. J'adore le nom Shapiro. Hein, Shapiro.test. Entre parenthèses. Et pour le Shapiro test, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche tout simplement, comme je vous ai dit, à étudier la distribution. Donc, vous allez faire le Shapiro test pour chacune des groupes. Ou c'est chacun des groupes, pas chacune des groupes. Donc, vous allez dire Shapiro test, entre parenthèses. Vous allez dire extra encore. Extra. D'accord. Et vous allez choisir avec le crochet, vous allez choisir groupe est égal à 1, groupe est égal à 1. Donc, on va faire le Shapiro test juste pour le groupe 1. Et après, on va faire le Shapiro test. Je vais copier ça pour faire gagner du temps. Après, on va faire le Shapiro test pour le groupe 2 aussi. Donc, je vais mettre 2 par exemple ici. Donc, ça c'est très bien, ça se fait. Et si je vais exécuter les deux tests en même temps, comme ça, pour gagner du temps. Donc, vous voyez qu'il nous a bien fait le test de Shapiro pour les deux groupes. Pour le premier groupe, il nous a donné un p-valeur une p-valeur de 0,4. Puis p-valeur de 0,4 est supérieur à notre alpha qui est 0,05. Donc, ce qui veut dire que quoi? On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est que
en fait, la distribution est normale. L'hypothèse alternative, c'est que la distribution est très différente de la distribution normale. Donc, puisqu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, ça veut dire que la distribution de notre échantillon, par exemple, la distribution des heures supplémentaires de sommeil, des heures extra de sommeil chez les gens qui ont pris médicament A est normale. Pareil pour les gens qui ont pris médicament 2, c'est aussi normal parce que le p-value pour médicament 2 est aussi supérieur à 0,05. Donc, en ce qui concerne la normalité de la distribution de nos deux groupes, ça c'est satisfaisant. On va passer maintenant à vérifier quel type de test de student on va faire. Est-ce qu'on va faire tester des students avec variance égale ou tester des students avec variance inégale? Donc, pour ce faire, on est obligé de faire ce qu'on appelle le test d'homogénéité des variances, si vous voulez, le test d'égalité des variances. Donc, par le test qu'on appelle le test de Levins. C'est très simple. Toujours pour faire ce même test, il vous faut le package CAR. Donc, on l'a déjà installé, mais je vais vous juste faire un rappel. Donc, vous allez juste le charger une deuxième fois. Vérifiez que vous avez bien chargé votre package CAR en disant library entre parenthèses CAR. On le charge. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le Levin test. Vous allez dire Levin, L-E-V-E-N-E, test avec grand T, E-S-T. Entre parenthèses, on veut comparer la variance de quoi? Des extra, c'est-à-dire les heures supplémentaires de sommeil. Vous voyez, extra en fonction de quoi? En fonction, donc on utilise tilt pour dire en fonction soit des gens qui ont pris le médicament A ou les gens qui ont pris le médicament B, donc en fonction du groupe. Et lorsqu'on fait ça, ça veut dire que elle va nous faire quoi? Elle va nous comparer ça veut dire la variance des gens qui ont pris le médicament, des heures supplémentaires de sommeil chez les gens qui ont pris le médicament A à la variance des heures supplémentaires ou extra de sommeil chez les gens qui ont pris le médicament B. Et il va nous dire en fonction du p-valeur, est-ce que la différence est significative ou bien les deux variances sont homogènes ou égales. Donc, suite à ce test, il nous a donné une p-valeur de 0,6, ce qui veut dire que l'hypothèse nulle, on ne peut pas les rejeter. C'est-à-dire, la variance chez le groupe du médicament A est égale à la variance du groupe du médicament B. Ça veut dire la variance de extra heures de sommeil chez le groupe des gens qui ont pris le médicament A est égale à ceux qui ont pris le médicament B. Donc, on va faire tout simplement un test des students avec variance égale. Bien. On va maintenant passer à l'étape 2. L'étape 2 pour votre test des students, c'est quoi? C'est que, comme n'importe quel test statistique, il faut toujours faire des tests, des analyses univariées ou parfois des analyses descriptives de vos variables avant même de procéder au test. Parfois, il faut faire des analyses descriptives avec des graphiques pour pouvoir explorer vos données avant. Pourquoi? Parce que grâce à cette exploration, on peut déjà déduire ce que va donner notre test avant même de faire le test. Et ça va aussi nous permettre en fait de formuler nos hypothèses de notre test. Donc, puisque ici on parle d'une variable quantitative et on cherche à étudier sa répartition chez les gens, chez une variable qualitative qui est le groupe, c'est-à-dire les gens qui ont pris le médicament A et le groupe des gens qui ont pris le médicament 2, 1 et 2. Donc,
on va par exemple s'amuser de faire 2 box plots qui va nous montrer en fait les mesures de, on l'appelle quoi, measures of central tendency, les mesures de tendance centrale pour les gens qui ont pris le médicament A et les gens qui ont pris le médicament B. Donc on aura quoi, des premiers quartiles, le deuxième, la médiane ou le deuxième quantile, et même la, comment on l'appelle, le minimum et le maximum grâce à ces box plots. Et si on a ces 2 box plots sur le même graphique, on va voir lequel de ces groupes ont des heures supplémentaires de sommeil plus importants par rapport à l'autre. Et ça va nous faciliter dans la pose des hypothèses. Donc, on continue. Si on va faire le box plot, c'est très simple. Vous dites box plot, boîte à moustache. Donc, box plot, en parenthèse, vous allez dire quoi? Extra, ici, c'est-à-dire notre variable quantitatif extra, vous utilisez stilt en fonction du groupe. Vous fermez la parenthèse et vous allez faire votre box plot tranquille. Donc, en regardant le box plot ici, qui est bien fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On trouve que ça c'est d'abord le minimum, ça c'est le premier quartile, ça c'est la médiane ou le deuxième quartile, ça c'est le troisième quartile et ça c'est le maximum. Donc de toute façon, en regardant les 2 boîtes à moustache ou box plot, on trouve que chez le groupe 2, ils ont en fait des heures extra de sommeil suite à la prise du médicament 2 beaucoup plus important que ceux qui ont pris le médicament A. Donc, on peut s'amuser à poser des hypothèses que, par exemple, on peut poser déjà des hypothèses que peut-être les individus qui ont pris le médicament on peut déjà dire que peut-être que les heures extra de sommeil moyenne chez les individus ou si vous voulez dans la vraie population des gens qui prennent le médicament de sommeil 2 sera beaucoup, ça veut dire il dort ou bien il dort beaucoup mieux et beaucoup plus que les gens qui prennent le médicament 1 en fonction de ces box plots. Vous voyez? Et si vous voulez, on peut même compléter ces box plots par un résumé statistique de nos variables. Donc, on peut par exemple ici dire, par exemple, vous allez dire summary. Donc, entre parenthèses, vous dites extra. Après, vous allez sélectionner quoi? Extra, vous allez sélectionner uniquement les gens qui ont pris, par exemple, le groupe 1. Donc, vous allez dire groupe est égal à 1. Vous fermez le parenthèse, vous fermez ça. Et on va faire aussi le résumé statistique pour le groupe 2. Donc, pour le groupe 2, on fait pareil. Je vais coller ça. Et je vais juste mettre ici 2. Donc, si j'exécute ça, vous voyez qu'il nous a montré la même chose. C'est en fait, donc on a quoi? Comme je vous ai dit, on a le minimum, le premier quartile. Donc, en regardant la médiane, qui est la mesure centrale de notre intérêt, on constate que la médiane des heures extra de sommeil suite à la prise de médicament 1 vaut combien? 0,3, alors que il vaut 1,7 chez les gens qui ont pris le médicament 2. Donc ça valide ce qu'on a vu sur le graphique. Mais quelqu'un aussi peut toujours argumenter que non, pour moi 0,3 et 1,7, il n'y a pas une grande différence. Si c'était peut-être 0,3 et 10, là on peut dire qu'il y a une différence significative. Et voilà pourquoi on doit faire le test. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas
ces valeurs qu'on voit là, c'est juste 0,3. Pardon, c'est juste la médiane, par exemple, de combien? De juste de 10 personnes qui ont pris le médicament. Mais est-ce qu'on sait dans la vraie population des gens qui prennent le médicament est-ce qu'ils ont sachant qu'on ne cherche pas à comparer des médianes pour le test State Students, mais ça, c'est juste des analyses exploratoires qu'on cherche à faire, sachant que la moyenne et la médiane, les buts, c'est la même chose. Ce sont des mesures de tendance centrale. Donc, on continue. Donc, quelqu'un peut dire que 0,3 et 0,1, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que dans la vraie population, ça c'est juste un problème d'échantillonnage, un biais d'échantillonnage. Ça veut dire dans la vraie population, quelqu'un peut dire que puisque 0,3 et 0,1,7, il n'y a pas de grande différence. Du coup, dans la vraie population, on peut supposer que les heures extra moyennes de sommeil chez les gens qui prennent le médicament A sera égale aux heures extra moyennes des gens qui prennent le médicament B. Donc, on pose nos hypothèses. Pour poser nos hypothèses, parce qu'on va poser les hypothèses, après on va les vérifier par le test des students, n'est-ce pas? Donc, H nul ou H, hypothèse nulle, on va dire que le moyenne, donc on va dire moyenne 1, moyenne 2 extra, ou bien R extra, moyenne de sommeil chez les gens qui prennent le médicament 1, dans la vraie population, sachant que ça, c'est pas des choses d'échantillon, parce que les moyennes de l'échantillon, on peut le calculer, mais ici, on parle dans la vraie population. On peut supposer, c'est ça le but de notre test. Donc, on peut supposer que ça est égal à la moyenne de, ça veut dire dans la vraie population de gens qui prennent le médicament 2, la moyenne extra, ou bien les heures extra moyennes de sommeil sera égale dans ces deux populations. Après, l'hypothèse alternative, c'est notre H1 sera quoi? Sera que ils seront indifférents. Donc, indifférent veut dire que soit supérieur ou inférieur, mais pas égal. Donc, moyenne ici, moyenne 1 sera soit supérieur ou égal, pardon, supérieur ou inférieur à moyenne 2. Donc, puisqu'il est supérieur ou égal, donc il s'agit d'un test bilatéral. Test bilatéral. Vous voyez? Et test bilatéral en anglais, two-sided. Mais supposons qu'on avait posé notre hypothèse en se basant sur moi, je me suis dit que oui, parce que en regardant les moyennes, on peut dire qu'il n'y a pas une différence significative. Donc moi j'ai posé mes hypothèses que dans la vraie population, les deux moyennes seront égales. Mais si on avait dit que par exemple moyenne 1 sera inférieure à moyenne 2, dans ces cas, l'hypothèse alternative sera quoi? H1 sera, si on dit inférieur à moyenne 2, donc ce sera soit supérieur ou égal. Et dans ces cas, ça reste bilatéral. Si on avait mis supérieur ici, donc ici sera inférieur ou égal, et ça sera toujours un test bilatéral. Si on avait mis ici inférieur ou égal, donc forcément ici sera seulement supérieur. Et si c'est supérieur, donc c'est un test unilatéral. Si on avait mis ici inférieur, non pardon, supérieur ou égal ici, donc ici ça aurait été inférieur et ce sera toujours un test unilatéral gauche. Donc pourquoi je précise tout ça? Parce que dans le test des students, il faut préciser est-ce qu'il s'agit d'un test bilatéral, ça veut dire two-sided, ou bien un test unilatéral gauche ou droite. Donc, si c'est unilatéral gauche, on met less. Si c'est unilatéral droite, c'est le supérieur. En fonction de l'hypothèse alternative, on met quoi? Droite. Donc, on met greater. Bref,
Maintenant, j'ai posé mes hypothèses. Vous pouvez poser vos hypothèses comme vous voulez. En fonction de vos objets, en fonction des observations que vous avez eues sur votre échantillon. Pour moi, je constate que bien que les box plots montrent clairement que voilà, les gens qui prennent le médicament 2 ont une semaine plus voilà, prolongée par rapport aux gens qui prennent le médicament 2. Moi, je suppose que c'est pas vraiment, il n'y a pas de différence significative. Et je vais partir avec ça. Vous pouvez faire autrement. Maintenant, on va faire le test des students. Donc, pour faire le test des students, c'est très simple. Vous allez dire quoi? T.test. Donc, entre parenthèses, vous allez mettre votre variable dépendante. Dans notre cas, notre variable dépendante, c'est notre variable numérique ou quantitatif, qui est les heures extra de semaine que je vous ai déjà montré. Et on va dire quoi? On va faire ces tests en fonction de quelle variable qualitatif, en fonction de quel groupe, en fonction de deux groupes. Donc, groupe ici, deux groupes, c'est des groupes 1 ou groupe 2. On met virgule. Après, il est important de préciser la différence entre les deux moyennes dans la vraie population. Donc, ça dépend de comment vous avez posé vos hypothèses. Si votre hypothèse nulle, vous avez dit que les deux moyennes, on suppose que les deux moyennes dans la vraie population sont égales. Dans ces cas, ça veut dire que moyenne 1, moyenne 1, pardon, moyenne 1 moins moyenne 2 sera égal à 0. Donc, ce qui veut dire que généralement, le moyenne, c'est la différence de moyenne, on le note par MU. Donc, MU, c'est pour différence de moyenne entre les deux populations. Donc, moyenne 1 moins moyenne 2, MU sera égal à 0, puisqu'on a dit que on a supposé que dans la vraie population, les deux groupes de gens c'est-à-dire les gens qui prennent le médicament 1 ou 2 auront le même temps, ce sera 0. Et dans ce cas, si on a dit comme ça, nous on va dire MU sera égal à quoi? 0. Mais si on avait posé autrement, supposons qu'on avait dit que M1 est supérieur à 2, à M2. Si on avait dit ça, donc ça veut dire que MU sera quoi? Sera inférieur à 0. Si on a dit M1 est supérieur à M2, donc MU sera supérieur à 0. Et dans ces cas, on sera obligé de donner une valeur pour le MU. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire des points de vue cliniques, le clinicien peut vous dire que oui, on suppose que la différence dans la vraie population est égale à 5. Vous allez mettre MU est égal à 5. Moi, j'ai dit qu'ils sont égaux, donc la différence sera à 0. J'ai mis MU est égal à 0. Après, maintenant, vous allez mettre votre hypothèse alternative. Donc, vous allez dire alternative est égal. Dans moi, mon cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que l'hypothèse alternative, puisque j'ai dit l'hypothèse nulle, c'est égal. L'hypothèse alternative, c'est soit supérieur ou inférieur. Donc, supérieur ou inférieur, ça veut dire quoi? C'est bilatéral. Donc, on va dire two-sided ici. En anglais, voilà, two.sided. Entre guillemets, hein. Il faut mettre entre guillemets. Donc, two ici, point sided, tout entre guillemets. Vous mettez virgule. Après, maintenant, mais je précise quelque chose. Supposons que c'était en fait, c'était pas comme ça. Supposons que c'était votre hypothèse alternative, c'était par exemple inférieur comme ça. Si c'était inférieur, dans ces cas, vous allez mettre less. Vous allez mettre less comme ça. Si c'était supérieur seulement comme ça, vous allez mettre ici greater.
greater. Vous voyez, moi, j'ai mis, parce que j'ai dit c'est indifférent. Donc, soit c'est supérieur ou inférieur. Donc, c'est bilatéral. C'est deux queues. Test à deux queues. Donc, moi, je vais dire two-sided. Ça, c'est bien expliqué, j'espère. Après, vous allez mettre votre niveau de confiance. Le niveau de confiance, généralement, si on prend alpha, votre risque alpha, c'est-à-dire le risque de quoi? Le risque de conclure à une différence alors qu'une différence n'existe pas. Si on prend ça d'être 0,05, donc notre niveau de confiance sera combien? 95%. Donc, par défaut, le niveau de confiance conf est égal à combien? On met généralement 0,85. C'est de 95%, 0,95, ok? Et la puissance, généralement, c'est 80% par défaut, mais vous pouvez modifier tous ces paramètres. Après, la chose qui est très importante, c'est de préciser est-ce que vous êtes en train de faire un test de student pour variance égale ou inégale. Voilà pourquoi on devait faire le test de Levins. Et le test de Levins nous a montré que la p-value était supérieure à 0,5, ce qui veut dire que les deux variances sont égales. Donc vous allez dire var.equal. Les deux variances est égale à quoi? Pardon, je vais descendre pour gagner de la place. var.equal est égal à vrai, true. Si, selon votre test, la p-value était inférieure à 0,05, dans ce cas, vous allez dire quoi? Faux. Pour nous, c'est égal, donc je vais dire true. Après, je vous ai aussi rappelé dès le début qu'on peut aussi avoir un test des students pour des groupes à parier. Ça veut dire on veut étudier deux groupes différents, mais en se basant sur un même échantillon. C'est comme si on avait administré le médicament A, après on va le laisser avoir une période de wash-out, après on le donne le médicament 2. Dans ce cas, vous avez les mêmes 10 personnes qui vont prendre deux médicaments différents pour pouvoir étudier deux groupes de populations, ou si vous voulez, qui prennent le médicament, les vraies populations de biens qui prennent le médicament 1 ou 2. Mais on s'est basé sur un seul échantillon. Dans ce cas, on parle de groupe à parier. Et dans ce cas, vous allez dire paired. Paired veut dire à parier est égal à vrai. Mais dans notre cas, on a supposé que les deux groupes sont indépendants. Dans notre test, c'est un test des students pour groupe indépendant. Dans ce cas, on va mettre est égal à faux. Faux, false. Vous mettez F tout simplement, ça veut dire faux. Ce sont les groupes indépendants. Après, on réalise notre test. Donc, notre test a été bien fait et qu'est-ce qu'on constate ici? Ici, il nous a donné des paramètres très très intéressants. D'abord, notre p-valeur, il vaut combien? 0,07. 0,07 est supérieur à 0,05. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Si on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va partir par l'interprétation. Donc, l'interprétation p-valeur, notre p-valeur, ou p-value, si vous voulez, est supérieur à 0,05. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rejeter H nul ou à l'hypothèse nulle. Donc, si on ne peut pas rejeter
l'hypothèse nulle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence statistiquement. Mais sachant que si on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Peut-être que notre test n'a pas assez de puissance, sachant qu'on a un échantillon on a un échantillon de 10 personnes dans chaque groupe, donc notre N n'est pas important. Peut-être si on avait fait notre étude sur un échantillon de taille plus important, on aurait pu avoir plus de puissance pour pouvoir mettre en évidence une différence. Donc, pour cette raison, on dit la p-valeur est supérieure à 0,05. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, on ne peut pas conclure qu'il y a une différence. Peut-être qu'il y a une différence, mais cette différence n'est pas statistiquement significative. Donc, qu'il y a une différence statistiquement significative entre moyenne 1 et moyenne 2, ou si vous voulez la population des gens qui prennent, entre les heures extra, ou si vous voulez supplémentaires de sommeil moyenne chez les gens qui prennent le médicament A par rapport à celui des gens qui prennent le médicament 2. Donc, entre moyenne 1 et 2. Je ne vais pas écrire beaucoup de choses, donc je vais dire tout simplement entre moyenne 1 et moyenne 2. Voilà. Mais sachant que toujours dans les résultats de notre test de students, il y a toujours certains paramètres que par défaut, R ne veut pas tout afficher. Donc, si vous voulez connaître tous les autres paramètres qui contiennent votre test de students, je vous montre comment faire. Vous pouvez tout simplement enregistrer votre modèle de test de students que vous avez fait, votre formule ici. Vous allez l'enregistrer par exemple dans un objet quelconque. Vous dites par exemple t-test. Vous dites t-test comme ça est égal à ça. Ok, si vous faites comme ça. Après, je vais refaire le test des students. Donc, ça c'est fait. Maintenant, si je vais voir les autres paramètres, parce que les paramètres qui nous affichent par défaut, c'est quoi? C'est la p-valeur. Ça, c'est très bien. Après, il nous montre aussi ça. Ça, c'est l'intervalle de confiance pour la différence entre les deux moyennes. Donc, sachant que ici, nous, on a dit que, on a supposé que l'intervalle de, on a supposé que la différence entre les deux populations est égale à 0. N'est-ce pas? En se basant sur notre hypothèse nulle, on a dit que non, dans la vraie population, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Donc, puisque la différence est 0, mais après le test, il nous a précisé quand même que la différence, la vraie valeur de la différence, c'est-à-dire de moyenne 1 moins moyenne 2, se trouve entre moins 3,36 et plus 0,2. Donc ça c'est l'intervalle l'intervalle de confiance pour la différence moyenne 1 moins moyenne 2 de notre test. C'est ça, la vraie valeur de différence dans la vraie population se trouve entre cette fourchette là. Après ici, ce n'est rien que la moyenne. Il nous montre la moyenne du groupe 1, c'est-à-dire la moyenne des heures extra de sommeil chez le groupe 1 et la moyenne chez le groupe 2. Donc, c'est tout simplement ça. Mais si on veut voir les autres paramètres, c'est très simple. Maintenant que vous avez enregistré votre modèle dans t-test, vous allez dire attributes.
Attributes. Attributes nous permet de voir les autres paramètres d'un modèle. Donc, dit t-test. Et si j'exécute, vous voyez qu'il nous a montré qu'il y a d'autres tests. Supposons qu'on veut voir la statistique t, quelle sera sa valeur. Si on veut voir, je ne sais pas quoi, paramètre, on veut voir quelle méthode a été utilisée, ainsi de suite. On peut voir tout ici. Donc, supposons que je vais voir la statistique t. Je vais tout simplement dire ici, t-test, $. Vous utilisez $ pour sélectionner, $. Vous dites statistique. Et si j'exécute ça, voilà, il m'indique que la statistique TV combien? Moins 1,8. Je vous remercie beaucoup pour votre attention jusqu'à là.